Le monde agropastoral s'affirme de plus en plus comme le nouvel Eldorado pour ceux qui cherchent une richesse sûre, propre et durable. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Jeunesse Parlons-en, bonjour et bienvenue dans l'espace télé qui fait la promotion d'une jeunesse saine, dynamique et tournée vers la paix et le développement. Salutations chaleureuses aux autorités et populations de la ville de Mfou, où l'équipe de production du magazine Jeunesse Parlons-en a posé ses valises pour l'édition de ce matin. Oui, mesdames, messieurs, nous nous intéressons ce matin à l'élevage du petit ruminant en tant que secteur d'activité pourvoyeur d'emplois stable et décent. Si beaucoup de jeunes s'intéressent de plus en plus aux activités agropastorales, on ne fait pas encore état à ce jour d'une ruée vers l'élevage des moutons et chèvres qui pourtant constituent des sources de revenus importants, surtout si cette activité est menée avec professionnalisme et dans un esprit d'obligation de résultat. Alors, quels sont les différents atouts de l'élevage du petit ruminant? Quels sont les sous-produits de ce secteur d'activité? Quelle est la situation de la demande nationale et sous-régionale? L'élevage du petit ruminant est-il suffisamment structuré et organisé? Mesdames, Messieurs, les questions sur la production des petits ruminants sont multiples et traduisent le grand intérêt du public sur ce secteur pas assez connu à ce jour. Nous voulons ici dire notre gratitude au programme de développement de l'élevage, en abrégé PRODEL, qui nous accompagne dans cette autre campagne de promotion des activités agropastorales, notamment l'élevage du petit ruminant. Nos remerciements sont également adressés aux jeunes éleveurs de Bafia, d'Ombessa, de Balamba, de Mfou, ainsi que ceux de Yaoundé pour leur disponibilité et leur bienveillance lors des activités de tournage sur le terrain. Nous vous invitons à démarrer avec un premier reportage d'Émile Jachimbarga et de Stéphane Kandem qui vous donne un aperçu général de l'élevage du petit ruminant dans différentes zones. On les apprécie beaucoup pour leur chair, leur peau, lait ou autre fromage au goût si particulier. Eux, ce sont les petits ruminants, chèvres et moutons, qui sont pour beaucoup un métier, une vraie passion. Dans les plaines sauvages du département du Mbam et Inubu, nous nous sommes rendus au lieu dit Balamba, rencontrer des jeunes éleveurs avec leurs troupeaux dans leur environnement naturel. Un spectacle fascinant, émouvant. Après tu vas à l'intérieur. Dans une coordination parfaite, les jeunes éleveurs conduisent leurs bêtes dans l'enclos aménagé en pleine brousse, juste à côté des cabanes d'habitation. D'autres jeunes ont quant à eux choisi de faire carrière dans la vente des bêtes. Nous en avons rencontré au marché des chefs de Yaoundé. Les bêtes sont ici à vendre, ils sont peut-être au nombre de 50 bêtes qui sont ici. Bon, il y a le bête à partir de 35 à 30 à 40 jusqu'à 50 jusqu'à 55 000.
Une activité commerciale qu'ils entendent poursuivre et développer malgré certaines contraintes. Quand on charge, on vient avec le camion, souvent on a des problèmes avec la route. Parfois, bon, il y a des contrôles. Tu arrives à certains contrôles, on te fait un peu durer. Et dans le cas, on perd les bétails. Parfois les moutons meurent, ça arrive, bon. Tout ça, c'est le tracasserie de la route qu'on se débrouille avec. Alors que les éleveurs profitent de la générosité de Dame Nature pour nourrir leurs bêtes, ceux qui vendent les bêtes à Yaoundé doivent quant à eux acheter un aliment composé. Ils mangent les proventes du coquille qu'on achète à Mokolo le sac. On prend le sac à Mokolo à 20 000, 22 000, ça dépend. On fait le nourrir avec le déchet d'haricots. Ici, on achète ça ici à Mokolo. Bon, le sac, ça se vend à 12 000, à 11 500. Bon, le mouton, quand tu as comme le nombre de moutons comme ça, jusqu'à 50, il fait manger un sac de déchets par jour. La santé des bêtes. Voilà un autre caillou dans les souliers des jeunes vendeurs de marché des chèvres de Yaoundé. Et chacun y va de son inspiration pour prévenir ou guérir des cas de maladie. J'ai les injections, les ampicillines, les amoxicillines, tout ça, les antibiotiques, tout ça, ça les soigne. Il y a le genre d'élevage ici qu'on part acheter, le procaïne, il y a l'oxy, donc on vient l'injecter. Pour certains jeunes, l'élevage du petit ruminant est une excellente source de richesse et de promotion sociale. Ce jeune éleveur rencontré dans un quartier de la ville de Bafia peut faire le tour du propriétaire dans sa nouvelle maison construite par des fonds issus de la vente de ses chèvres. La cuisine, les chambres, 2 douches et la douche pour le patron. Si l'élevage du petit ruminant s'affirme aujourd'hui comme source de richesse, il n'en demeure pas moins que cette activité reste exposée à de graves risques, dont la peste qui à elle seule peut très rapidement décimer des troupeaux entiers, parfois sur un rayon très important. Il est par conséquent urgent de mener de vastes campagnes de vaccination pour préserver le petit ruminant qui constitue à la fois une source d'aliments sains et une épargne sûre pour les éleveurs et leurs familles respectives. Bienvenue à vous, fidèles publics de Jeunesse Parlons-en, et des salutations chaleureuses et cordiales aux participants à cette discussion. Voilà les apprenants de l'école Shazad M de Mfou, qui sont apprenants agro-pastoral, c'est ça, c'est une école qui enseigne l'agro-pastoral. Et bien sûr, bienvenue à toutes les personnes ressources qui sont là justement pour éclairer les uns et les autres et le grand public sur l'élevage des petits ruminants. Et bon, qu'on sache un peu également ce qu'est le Prodel qui nous accompagne dans cette campagne de sensibilisation. Alors, jeunes amis, comparé aux autres types d'élevage, on va dire que l'élevage du petit ruminant n'est pas aussi sollicité que celui du poulet, du porc. Alors, quels sont les atouts de l'élevage du petit ruminant, atouts socio-culturels, économiques? Peut-être pour vous qui êtes des apprenants en agropastoral, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait outillés, mais je suppose que si vous avez fait le choix de cette filière, c'est que vous avez quand même des petites notions de ce qui est élevage, que ce soit porc, poulet ou chèvre ou mouton. Pour moi, l'élevage des petits bovins est très important parce qu'il y a des cérémonies dans notre pays où vraiment on ne peut pas s'en passer, telles que la fête du mouton. Et dans des cérémonies de mariage, en plus de ça, vous ne pouvez pas vraiment vous lancer dans l'élevage de porc, surtout dans une zone de musulmans. Là, vous allez vous déverser dans l'élevage tels que la vache, les moutons et autres. Donc pour moi, l'élevage des bovins est très important. Pour moi, je pense que l'élevage des petits ruminants est important parce que dans nos sociétés traditionnelles, on fait toujours recours à ces petits ruminants-là. Par exemple, lors des obsèques, lorsqu'il faut faire le tso, il faut qu'on ait ces petits ruminants-là pour distribuer à chaque famille qui viennent de part et d'autre. Parce que sans ça, la tradition ne sera pas réussite. Mais maintenant, pour réussir à cet élevage, il faut suivre une formation qui pourra nous permettre de mieux mener à bien notre exploitation. J'invite mes jeunes confrères à se lancer à l'élevage du petit ruminant, car il est important. Pour moi, je pense que pour l'élevage des petits ruminants,
c'est très très important parce que dans notre localité du Sud, en tant que beau-fils, quand par exemple il y a une manifestation comme le deuil, au moment où les beaux-fils doivent rentrer, on doit attraper un petit ruminant pour les donner et emmener chez eux. Et ça remporte au niveau du marché. La demande sur le marché est très élevée, mais ceux qui pratiquent sont moins nombreux. L'élevage de petits ruminants, ça veut dire les chèvres, les moutons, c'est très important. Mais nous ne nous lançons pas dans cet élevage, premièrement parce que la chèvre accouche pratiquement 2 fois par an. Et il y a certaines qualités. Il y a les chèvres qui mettent bas un seul petit. Et les chèvres qui mettent bas 2 petits. Maintenant, il faut savoir choisir la race. Il y a des races qui mettent bas. Les races qui mettent bas un petit, si vous avez 10, il faut avoir au moins 10 têtes pour pouvoir, n'est-ce pas, émerger dans cette affaire. Or, dans le poulet, par exemple, pour ceux qui choisissent d'élever le poulet coûte 2500. Si tu as 300 sujets, ça rapporte plus que 10 têtes. Nous essayons un peu de voir. Et c'est dans ce sens que certains jeunes choisissent beaucoup plus élever le poulet que d'élever les chèvres, par exemple. Je voudrais par là aussi appeler aux jeunes de regarder aussi dans ce sens, même dans le sens de la tradition. Il faut aussi regarder dans ce sens, car la demande est élevée. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens négligent ce secteur d'élevage du petit ruminant au Cameroun. Or, elle est très indispensable non seulement pour la jeunesse, et ça réduit non seulement en dépenses. Tu n'as pas besoin d'acheter l'aliment, tu as seulement besoin de les amener en pâturage tous les matins, là où ces chèvres-là peuvent évoluer tranquillement. Et le soir, tu les ramènes au campement, c'est tout. Et leur viande est extrêmement naturelle et, comme je dis, elle est bio pour les consommateurs. Donc, pour moi, c'est important de s'investir ou de se lancer dans ce domaine d'activité-là. Moi, l'élevage des petits ruminants est important parce que quand on regarde ici au centre, toutes les commandes qu'on passe dans les fêtes, dans les deuils et tout consort qui concernent les petits ruminants, pratiquement nos parents achètent ça, font les commandes au nord, loin. Et pourtant, ici, au centre, si nous-mêmes on commence à pratiquer l'élevage des petits ruminants, ça va réduire non seulement le transport et ça va nous permettre de manger nous-mêmes nos propres produits. Généralement, en termes de tradition, l'élevage de petits ruminants est très important. Mais la demande sur le marché est peu. Dans certaines régions, comme le sud, généralement les jeunes s'appuient plus sur l'élevage, par exemple comme l'élevage de poulet de chair, aux poissons. Mais on oublie un peu l'élevage des petits ruminants, alors que nous, on en a besoin dans certaines cérémonies comme le mariage, le deuil, et surtout les fêtes comme la fête du mouton. Elle est moins coûteuse en termes d'élevage, puisque la chèvre ne consomme pas comme le poulet, et on ne l'élève même pas de la même façon comme le poulet de chair, par exemple. Donc moi, j'invite plus mes camarades, mes amis à se lancer plus dans l'élevage de petits ruminants parce que actuellement, même au Cameroun, il en manque un peu plus. Je dois dire que l'un des avantages de l'élevage des petits ruminants, c'est que c'est d'abord une sorte d'épargne pour les familles en milieu rural, une épargne facilement mobilisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille qui a le petit ruminant peut, en cas de problème, vendre facilement cet animal pour résoudre le problème qui se pose. De deux, il y a du lait, et c'est bon pour la nutrition, surtout des enfants. De trois, il y a la peau des petits ruminants, qui est très prisée. Donc, on peut vendre la viande et on peut vendre la peau. Donc, voilà un peu
les avantages qu'on a à avoir le petit ruminant. Et il faut dire que vraiment c'est un élevage facile à mettre en place parce qu'il ne demande pas vraiment trop d'intrants. Il suffit d'être discipliné et voilà, vous pouvez garder votre animal, éviter qu'il ne se balade partout pour créer des problèmes parce que la difficulté généralement c'est quand l'animal va chercher sa nourriture. Donc il est obligé de causer des dégâts et ça fait des problèmes. Donc si on a un pieu, on y attache son animal et on lui apporte de l'herbe. L'herbe est disponible. Donc c'est un élevage facile à mettre en place, facile à réaliser par les femmes et par les jeunes surtout. Et c'est une sorte d'épargne facilement mobilisable. Je ne voudrais pas véritablement que les jeunes prennent l'élevage de petits ruminants uniquement dans ce sens-là. Effectivement, on peut à partir de petits ruminants manger, on peut s'acheter, n'est-ce pas, des habits, on peut acheter le nécessaire, les cahiers, mais je voudrais entendre de ces jeunes-là qui veulent faire l'élevage de petits ruminants comme des professionnels. Parce qu'effectivement, l'élevage de petits ruminants a ce côté économique que nous n'arrivons pas encore à capter assez, à valoriser assez. C'est qu'il y a du marché. Mais j'ai entendu les venants d'eux-mêmes disant qu'il y a des milliers de bêtes qui sortent du nord pour ravitailler les grandes agglomérations, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala. Mais tenez-vous bien, ces animaux vont au-delà du Cameroun. Ils vont au Gabon, ils vont au Nigeria. Le Niger est un gros marché. Mais effectivement, puisqu'on ne produit pas assez, ce sont des animaux, des petits ruminants qui sortent même de certains pays, c'est-à-dire du Tchad, même au-delà, qui passent par le Cameroun pour aller vers ce marché, ce gros marché qu'est le Nigeria. Donc, il y a un potentiel évident. Et en plus de ça, c'est que quelqu'un l'a dit, c'est un élevage facile. Et vous savez que c'est un élevage à cycle court. Il suffit de quelques années, à partir d'un noyau de 3 ou 4 femelles avec un mâle à côté, vous avez un nombre pléthorique, n'est-ce pas, en 1 an, en 2 ans. Donc, moi, je crois que regardons l'élevage. Je vous convie à regarder l'élevage de petits ruminants comme véritablement une source, une opportunité d'affaires. Et le Prodel vient véritablement faire de vous des entrepreneurs. Ce n'est plus de l'à peu près. On veut vous amener. On a déjà assez parlé de la sécurité alimentaire. Je dis non, il faut aller au-delà. C'est un potentiel. Il faut véritablement qu'on donne un coup de fouet pour que véritablement cet élevage donne un emprunt significatif, que ce soit la richesse, que ce soit l'emploi, parce que c'est par là que les jeunes, des milliers de jeunes peuvent s'installer pour devenir, n'est-ce pas, indépendants, autosuffisants. Et croyez-moi, vous voyez la verdure. Imaginez un jeune qui s'installe ici, il n'aura rien à envier, n'est-ce pas, avec ceux qui sont en pleine ville là-bas, comme à Yaoundé. Voilà, alors il est courant et même banal de voir des chèvres et moutons errer sur la voie publique, parfois même en milieu urbain. Quels sont les risques d'une telle situation, à la fois pour les bêtes et pour les populations? Bon, les dangers auxquels les bêtes s'exposent en divagation, nous avons le risque de transmission des maladies, c'est-à-dire des pathologies, de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal. Les pathologies auxquelles les animaux s'exposent sont multiples dans l'environnement. Et cela est lié au type d'environnement et au type d'alimentation que les bêtes mangent au quotidien. Les bêtes en divagation ont beaucoup de problèmes, c'est-à-dire en milieu rural et en milieu urbain, parce que les populations cohabitent et les populations sont porteurs de plusieurs pathologies. Parlant des pathologies qui sévissent pour des bêtes en divagation, nous avons plusieurs maladies qui sont liées déjà à la défection et aux fesses en nature, qui nous créent beaucoup de problèmes.
Ce que je peux dire et le conseil que je peux donner aux éleveurs, c'est de bien parquer leurs animaux dans des endroits sûrs et les nourrir sur pied, c'est-à-dire couper de l'herbe et du fourrage. Pour ceux qui sont paresseux, ils peuvent utiliser des cordes et amener leurs bêtes un peu plus en forêt et les attacher là où on a le droit de regarder, c'est-à-dire là où on peut bien voir. Par rapport à la question qui a été posée, je dirais que le plus souvent, des bêtes qui ne sont pas contrôlées nous causent beaucoup plus des accidents. Non seulement ça, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent arriver jusqu'à voler même ces bêtes. Je pourrais dire à la population et à nos frères qui ont ce genre de bêtes de ne plus les exposer aux accidents et au vol. Parlant des risques, moi je vois que déjà pour moi c'est un problème de formation. Parce que quelqu'un qui est formé, si la chèvre du voisin traverse peut-être chez moi et que moi j'ai mis un champ de maïs, quand ça défèque, moi je connais l'avantage que ça. C'est qu'en déféquant, c'est un engrais. Quelqu'un a aussi soulevé un problème de la transmission des maladies entre les hommes et les animaux. Donc la zoonose et la zoonose. Je ne peux pas encourager quelqu'un à peut-être laisser sa chèvre sans mettre ça dans l'enclos. J'ai vu quelque part à l'école, où on nous donnait une herbe où on plante. Donc c'est comme le gazon. Vous plantez ça dans l'enclos et vos chèvres peuvent même brouter à l'intérieur, là-bas à l'intérieur. Donc moi j'encourage plus les gens à se former d'abord. Parce que l'agriculture, c'est comme on nous dit toujours en formation que l'agriculture et l'élevage, c'est une science. Et on m'a dit à l'école que la science, on ne tâtonne pas en science. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Donc mieux de se faire former et entrer en action. Par rapport à la question qui a été posée, je pense que je vais me situer dans le contexte d'Info, puisque nous sommes dans la ville d'Info. À notre niveau, nous faisons tout pour que l'éleveur du petit ruminant puisse trouver une place idéale dans la société. Parce que nous avons constaté que l'élevage du petit ruminant est une activité assez rentable, comme l'ont dit certains confrères ici sur le plateau, et qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Mais nous avons amèrement constaté que beaucoup de nos parents ont encore ces vieilles idées, ces vieilles pratiques, c'est-à-dire qu'ils pensent que le territoire leur appartient partout où l'animal peut se trouver, c'est leur territoire. Et ça génère beaucoup de conflits. Et on constate également que beaucoup de nos mamans ne vont plus faire les champs très loin des maisons d'habitation. Généralement, vous savez, les rejets de cuisine, on les met juste aux encablures des maisons et ça fait que le résultat de la production agricole est plus forte au niveau des agglomérations d'habitation. Et la divagation des animaux tout autour de ces champs agricoles pose des énormes préjudices. Et je voudrais inciter également la jeunesse. Pour eux, ils trouvent que c'est une activité qui n'est pas très rentable parce que nous avons l'impression que le jeune veut gagner plus vite. Mais ils ne savent pas, comme l'a dit Dr Boudane, l'élevage des moutons et des chèvres, comme on le dit vulgairement, c'est à la bourse de tout le monde. Parce que nous avons des funérailles que nous voulons organiser, des doutes. Et il faudrait également que dans ce sens, dans notre arrondissement, nous avons pris des mesures avec les collectivités décentralisées, c'est-à-dire le maire, pour qu'il n'y ait pas ces divagations dans notre ville. Parce que nous avons constaté
que les conflits qui sont récurrents en Fou, c'est les problèmes de ces animaux qui vont détruire les champs des voisins et qui posent des énormes problèmes. Et ces problèmes vont jusqu'au niveau des tribunaux. Donc, je pense que pour que nous soyons dans une société en paix et équilibrée, nous devons respecter notre champ d'action. C'est-à-dire, comme certains panélistes l'ont si bien dit, c'est un élevage qui est facile à pratiquer. Vous mettez vos animaux en claustration et puis vous avez autant de fourrage autour de vous. Tous les matins, ça ne vous prend pas 30 minutes pour aller chercher les herbes qui sont appropriées pour leur alimentation. Je pense que c'est un atout pour la jeunesse de booster ce secteur d'activité. Et nous disons merci à la haute tutelle qui a si bien pensé à ce grand projet qui est le PODEL, parce que véritablement, dans nos services, nous avons déjà beaucoup qui viennent pour prendre des nouvelles et demandent même déjà des financements. Je crois que pour la divagation des bêtes au niveau d'un fou, vraiment, nous nous sommes attardés là-dessus et je crois que c'est un pari gagné pour l'instant. Nous vous proposons à présent un deuxième reportage qui porte sur l'impératif et la nécessité de la vaccination chez les petits ruminants. Le commentaire est fait par Émile Joachim Barga. L'élevage du petit ruminant est une activité génératrice de revenus aujourd'hui pratiquée dans toutes les régions du pays. Alors que certains conduisent à pied les troupeaux paître dans la nature, d'autres éleveurs ont fait construire des enclos, certainement pour contrôler la qualité d'aliments servis et avoir ainsi une plus grande maîtrise de la croissance et de la santé des bêtes. D'autres éleveurs font cependant le choix hardi de laisser leurs bêtes en divagation totale, avec tout ce que cela comporte comme risque d'infection ou de contamination. Pour préserver l'important capital social, culturel et économique du petit ruminant, le ministère des Pêches et des Industries animales va très prochainement mener une vaste campagne de vaccination systématique des chèvres et moutons sur l'ensemble du territoire national. Des campagnes de dénombrement menées sur le terrain ont permis de faire des prévisions de l'ordre de 9 millions de doses de vaccins pour couvrir tout le cheptel national. La campagne de vaccination s'étendra de 2019 à 2021 pour atteindre l'objectif d'éradication de la peste du petit ruminant en 2030. Une plus grande implication des autorités administratives et traditionnelles permettra alors d'atteindre plus efficacement l'objectif d'éradication de la peste du petit ruminant, ce qui favorisera un bien meilleur développement de ce secteur d'activité. Faut-il le rappeler, pour les éleveurs et les familles d'éleveurs, un animal vacciné, c'est à la fois une épargne scolaire constituée, une caisse maladie garantie et surtout une excellente provision de protéines pour toute la communauté. Comment les éleveurs, jeunes et moins jeunes, gèrent-ils les cas de maladie des bêtes? Sont-ils suffisamment formés et sensibilisés sur les risques d'épidémie? Et surtout, existe-t-il des campagnes de lutte ou de prévention des maladies des bêtes? Je pense que le reportage nous a déjà quelque peu renseigné sur les campagnes de lutte, mais voilà, je pense qu'il est important de pouvoir avoir toutes les informations sur la nécessité de la vaccination de ce type de bêtes. Nous allons parler ici du cas de vaccination et des cas d'épidémiologie qui sévissent dans la région et dans la circonscription. Nous avons des campagnes organisées par le MINEPIA, qui est notre ministère de tutelle, des campagnes nationales. Nous avons des équipes qui sillonnent des quartiers, nous avons des équipes qui vont de ferme en ferme. Ces campagnes sont bien organisées par le MINEPIA. Pour ceux qui n'ont pas la formation adéquate comme moi, technicien d'élevage, ils peuvent se rapprocher des services du MINEPIA pour essayer avoir un infirmier qui peut gérer et traiter la pathologie. Parlant des cas de maladie,
concernant des bêtes qui viennent de l'extérieur, qui ne parviennent pas à s'adapter à notre climat, à notre environnement social, c'est-à-dire des moutons, des bêtes, des chèvres qui viennent de l'extrême nord du nord de la Damawa, qui arrivent ici, qui font des problèmes de diarrhée, des problèmes de gale, des problèmes de ceci, la fatigue, l'inappétence. Nous avons tout un plateau technique bien organisé et bien structuré dans le département de la Moufoua-Famba et un service vétérinaire qui veille, je peux dire 24/24, sur les éleveurs. Je voudrais ici dire aux jeunes que en élevage, les maladies animales sont beaucoup dues au mouvement des animaux. Donc la mobilité animale, le déplacement des animaux, la rencontre entre les animaux sont des facteurs favorisants. Vous avez les places de marché. Les animaux qui viennent au marché viennent de partout. Et chaque animal vient avec son état sanitaire. C'est pour ça qu'on déconseille de prendre des animaux au marché pour mettre dans son élevage. La divagation également, ça favorise les rencontres entre les animaux. Et au cours de ces rencontres-là, les maladies se passent entre les animaux. C'est pour ça qu'on demande aux uns et aux autres de garder les animaux chez eux. Les animaux qu'on achète au marché, c'est les animaux qu'on va abattre. C'est pour manger, ce n'est pas pour élever. Donc, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales va organiser une campagne de vaccination contre la maladie la plus dangereuse des chèvres et des moutons. Il s'agit de la peste des petits ruminants. C'est une maladie qui peut tuer toutes les chèvres et tous les moutons dans une localité. Donc vous comprenez donc que, vu l'importance des petits ruminants pour les populations, surtout rurales, et vu les dégâts que la peste des petits ruminants cause, on a donc décidé d'appuyer l'élevage des petits ruminants en vaccinant gratuitement. Je peux vous dire rapidement que c'est une maladie dans laquelle vous allez observer les animaux avec de la diarrhée, qui font de la diarrhée. Il y a de la salivation dans la bouche, il y a du larmoiement. Et surtout, vous allez voir les mauves qui coulent, plein de mauves, donc ce qu'on appelle le jetage, au niveau des narines. Donc ça coule partout. La diarrhée, la salive, les mauves et les larmes au niveau des yeux. Donc en gros, c'est comme ça que vous avez la peste des petits ruminants. Et c'est une maladie généralement qui intervient à l'intersaison, donc entre le début de la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies, et qui cause d'énormes ravages. Ça peut tuer tous les animaux, comme j'ai dit. Donc, le ministère a décidé de combattre cette maladie, parce que cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme national de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Donc d'ici 2030, le Cameroun a pris l'engagement, la communauté internationale, le Cameroun ont pris l'engagement d'éradiquer, c'est-à-dire d'éliminer cette maladie de la surface de la terre. Donc, nous allons vacciner pendant 3 années de suite. On est en 2019, on fait une campagne, en 2020 et en 2021. Ça, c'est pour que les animaux ne tombent plus malades, on va vacciner. Après, on va commencer à surveiller. Surveiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois qu'un cas sera suspect, donc on aura des signes de maladie autres, on va faire des prélèvements pour envoyer au laboratoire, pour être sûr que ce n'est pas ce virus-là qui cause la maladie. Donc, pour cette année, nous avons commencé par identifier les éleveurs, parce qu'il faut savoir qui est éleveur, et dénombrer les petits ruminants, les chèvres et les moutons. Parce qu'on ne peut pas vacciner sans savoir combien d'animaux nous aurons à vacciner. Donc il faut d'abord savoir où est-ce que les animaux se trouvent et combien est-ce que ces animaux sont. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui descendent maison par maison, village par village. Ils font du porte-à-porte pour prendre les informations sur ceux qui ont des petits ruminants et pour pouvoir compter ces animaux. Une deuxième étape va consister à la vaccination proprement dite. Et comme je l'ai dit, la vaccination est gratuite sur toute l'étendue du territoire. C'est l'État qui prend en charge cette vaccination gratuite. Après la vaccination, il y aura donc des prélèvements de sang, parce que vacciner l'animal c'est bien,
Mais être sûr qu'il est protégé contre la maladie, c'est encore mieux. Donc on va faire des prélèvements de sang chez les animaux vaccinés pour rechercher les anticorps. Vous savez que quand un animal produit des anticorps, ce sont des défenses. Donc cet animal est protégé contre la maladie. Donc on va rechercher chez les animaux pour être sûr qu'effectivement ils sont protégés contre la peste des petits ruminants. On le fera cette année, on le fera l'année prochaine et on le fera l'année prochaine. Je voudrais aller aussi dans le même sens pour dire que la peste des petits ruminants représente l'une des plus importantes maladies pour cette espèce-là, ces espèces, c'est-à-dire le mouton et la chèvre. Et c'est une maladie donc qui tue énormément. Lorsqu'on se rappelle de tout ce qu'on a dit sur les aspects socio-économiques, en disant que c'est surtout les familles pauvres qui font cet élevage, qui se nourrissent de ces animaux, ça représente leur épargne. Et ça, ce n'est pas au Cameroun seulement, ce n'est pas en Afrique. Aujourd'hui, la maladie a atteint, n'est-ce pas, pratiquement tous les continents. Et la chance que nous avons, c'est que c'est une maladie qui offre des possibilités d'éradication. Dans l'histoire de la médecine vétérinaire, il y a eu une maladie déjà qui a été éradiquée. La peste bovine. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Ceux qui ont été au ministère, disons, dans les écoles vétérinaires, savent qu'il y a de cela une dizaine d'années, on parlait de cette maladie-là et ça a décimé véritablement, n'est-ce pas, l'espèce bovine. Mais la peste des petits ruminants a ce virus qui est responsable, a un peu de caractéristiques similaires et qui offre donc des opportunités d'éradiquer aussi cette maladie. Et c'est pour cela que toute la communauté internationale s'est mise debout comme un seul homme pour véritablement travailler vers l'éradication de cette maladie. Et c'est pour cela que depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis 2015, il y a donc cette stratégie mondiale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Alors, il y a une stratégie mondiale, une stratégie sous-régionale, mais le Cameroun a sa stratégie aussi. Et c'est le PRODEL qui, je dis, est un instrument du ministère de l'élevage, qui a accompagné, n'est-ce pas, le ministère déjà à définir ses outils de planification, parce qu'effectivement, pour le contrôle et l'éradication de cette maladie, il y a des étapes qui doivent être démontrées pour que le monde entier reconnaisse le statut indemne du Cameroun. Et donc, c'est une démarche bien technique, scientifique, et qui doit se faire avec, n'est-ce pas, la participation des autres parties du monde afin qu'on certifie véritablement le caractère indemne du pays. Et donc, le PRODEL vient donc accompagner le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales à travers la direction des services vétérinaires à déjà définir ces outils, n'est-ce pas, de planification pour permettre au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales d'arriver à bout, n'est-ce pas, de cette maladie. Et c'est un document qu'on appelait le plan de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants au Cameroun. Ça, c'est le premier appui du PRODEL. Et ça a mobilisé tout le monde. Ce n'est pas seulement des experts locaux. Il y a des écoles de vétérinaires au Cameroun. On a appelé ces experts, autour du ministère de l'élevage, on a appelé d'autres qui sont hors du Cameroun, la FAO, on a l'Union africaine, on a appelé ailleurs même pour qu'on réfléchisse ensemble, pour définir ces outils-là. Les outils ont été définis. Maintenant, comment procéder pour arriver au contrôle et à l'éradication de la maladie? Les outils méthodologiques aussi, le PRODEL a permis de rassembler l'expertise technique autour de la direction des services vétérinaires pour arrêter ces outils méthodologiques qui sont opérationnels. Voilà un peu les appuis du PRODEL.
Et maintenant, de façon opérationnelle, effectivement, il y a la mobilisation des services vétérinaires de base. À Fou, ici, il y a une délégation départementale, une délégation d'arrondissement, il y a des centres zootechniques et vétérinaires. Tous ces services, ce sont eux, en réalité, qui vont faire le travail. Ce n'est pas le ministère qui va sortir de Yaoundé. La direction des services vétérinaires assure normalement l'appropriation de ces outils méthodologiques, le suivi, la supervision, mais c'est le délégué d'arrondissement est là, ce sont eux qui sont les chefs d'équipe qui vont au contact avec les éleveurs, les propriétaires de petits ruminants pour mettre en œuvre, n'est-ce pas, les activités qui ont été identifiées. Donc cette mobilisation du personnel, cette capacitation du personnel de base pour faire le travail, ça c'est un appui du Prodel aussi. Autre chose, c'est que dans cette démarche, lorsque les éleveurs eux-mêmes ne sont pas partie prenante, on peut ne pas avoir le résultat attendu. Et donc, il fallait trouver un moyen d'aller vers ces éleveurs pour qu'ils portent la chose eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, nous croyons que les éleveurs, les responsables, surtout locaux, les chefs traditionnels, qui ont même d'ailleurs désigné des représentants dans chaque village, les chefs de village, il y en a combien de villages au Cameroun? On est à plus de 12 000, hein? Je n'ai pas les chiffres exacts, c'est au moins 12 000. Et chaque chef de village a désigné un ou deux représentants pour travailler avec les services de l'élevage afin de sensibiliser les gens à sortir massivement avec leurs animaux. C'est un exercice gratuit que l'État a pris encore en charge. Et donc, nous, pour s'assurer qu'on réussisse à véritablement toucher tout le cheptel existant au Cameroun, qui est évalué à environ, disons, 10 millions, il fallait donc que cette sensibilisation aille jusqu'au niveau de chaque famille. Et ça, le Prodel a apporté donc cet appui logistique au ministère pour se déployer sur le terrain. Donc, aujourd'hui, les choses sont en train de revenir, on fait des synthèses. On n'a pas les éléments chiffrés encore, mais on se rend compte que par les responsables régionaux, il y a probablement une sous-estimation du cheptel, parce que les chiffres qui nous reviennent nous font dire déjà que cette estimation risque véritablement aller au-delà. Et donc, il faut apporter beaucoup plus de vaccins, et ça, c'est le Prodel aussi qui apporte ça. Voilà, on peut louer cette synergie d'action entre le Minepia et le Prodel, mais comment peut-on s'assurer que cette sensibilisation, cet impératif de vaccination de l'élevage du petit ruminant va toucher les éleveurs nomades, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas stables, ils se déplacent. Alors comment pouvoir avoir réellement accès à eux pour que le message passe et que l'action soit faite, qu'ils puissent faire vacciner leurs petites bêtes? Comment s'assurer de tout cela? Pour être sûr de toucher le maximum, sinon la totalité des éleveurs, il faut dire que la méthodologie de la sensibilisation et du dénombrement a été suffisamment pensée. À partir de l'implication, de la prise en main de l'opération par l'autorité administrative, qui est le sous-préfet, qui donne instruction, ou alors qui demande au chef de village de s'impliquer. Donc le sous-préfet prend en main les opérations, il demande au chef de village de collaborer, le chef de village met à la disposition des équipes du Minepia un éleveur de la localité ou alors un habitant de la localité qui se charge de passer maison par maison pour collecter les informations sur tous ceux qui détiennent les petits ruminants. Une fois que cela est fait, on a une campagne de sensibilisation au cours de laquelle on explique pour susciter l'adhésion, la participation des éleveurs. Ce qui fait qu'un éleveur qui n'est pas présent le jour du dénombrement
il fera vacciner ces bêtes sur le lieu où il se trouve parce que c'est un ratissage. Ça veut dire qu'on va aller village par village, campagne par campagne, de façon à atteindre tous les animaux, même au niveau de la transhumance des équipes iront. Donc, on enregistre l'éleveur dans son lieu de résidence. Mais la vaccination, si au moment de la vaccination, il n'est pas revenu, on ira le retrouver sur les pistes de la transhumance. Et là, on vaccinera tous les animaux. Au niveau des frontières, pareil. Donc, vraiment, soyez rassurés, tous les animaux seront touchés par la vaccination. Je voudrais quand même compléter pour dire que la campagne de vaccination est nationale. Elle va se dérouler sur une période bien précise et sur l'ensemble du territoire national. Il y a 725 centres zootechniques et vétérinaires, à peu près 1800 personnes qui seront déployées sur le terrain. Ça veut dire que pourvu que le troupeau soit dans le territoire camerounais, il sera vacciné pendant cette période. On a aujourd'hui peur plutôt des transhumances qui vont dans les pays frontaliers. Et là aussi, il y a une certaine concertation quand même avec les pays limitrophes pour que effectivement ces animaux, lorsqu'ils nous arrivent de retour, qu'on soit informés pour que les postes frontaliers, n'est-ce pas, vaccinent les animaux. Nous vous invitons à présent à regarder le troisième et dernier reportage qui porte sur l'itinéraire d'un jeune éleveur de petits ruminants qui vit son activité avec passion et engagement. Le commentaire est fait par Émile Joachim Barga, Stéphane Kamdeng signe les images. Se rendre à son lieu de service à bord de son propre véhicule. Voilà le rêve ultime pour de très nombreux jeunes. Pour Ouonamessi Paul Claudel, cela ne relève plus du tout du domaine du rêve. C'est bien une réalité. Paul Claudel est un jeune éleveur de chèvres qui parle de son activité avec beaucoup de passion. Tout vient de l'initiation et de ce que l'on aime dans la vie. Quand on aime, il faut travailler. Je me suis lancé dans cette activité pour essayer d'attirer les jeunes et leur montrer que ce n'est pas seulement le bureau ou bien le travail de l'État qui paye. Essayer aussi d'aller dans ce couloir, comme on le dit précisément au pays. Élever des chèvres, ça paye. C'est une activité rentable. Il faut juste être patient et aimer ce que l'on fait. Pour optimiser ses performances professionnelles, Paul Claudel a suivi une formation appropriée. Je suis diplômé. Je suis issu d'une école d'élevage. Je suis infirmier, technicien adjoint d'élevage, sorti du centre de formation zootechnique et vétérinaire halieutique de Marois. Promotion 2014. En professionnel avisé, il use d'astuces techniques pour éviter toute forme de contamination lors de l'introduction de nouvelles bêtes. Si quelqu'un veut vendre sa bête, il la vend et je l'achète. Quand je l'achète, je la ramène ici. Je la fais désinfecter, déparasiter et la bête commence à suivre un traitement en fonction des autres bêtes qui sont là. Quand la bête a une pathologie compliquée comme le rhume, la gale, la toux, j'essaie de mettre dans l'isoloir pendant un certain temps pour ne pas contaminer les autres bêtes. Depuis la ville d'Infou, dans la Mefouya-Famba, la famille Ouonamessi vous adresse le salut fraternel de ceux qui ont vite compris que les activités agro-pastorales sont devenues un business sûr, une grande opportunité d'emploi décente et stable. La production actuelle du petit ruminant est-elle à la hauteur de la demande en viande ou lait ou autres sous-produits? Et sinon, qu'est-ce qui peut être fait pour développer ce secteur d'activité et en faire une grande opportunité d'emploi décent pour les jeunes? Je disais en début d'émission que l'élevage de petits ruminants est une opportunité pour les jeunes surtout. Et le Prodel est un guichet qui est là pour accompagner ces jeunes à ce rêve, à arriver, n'est-ce pas, à devenir des entrepreneurs dans ce domaine. Nous avons des appuis que nous apportons aux organisations d'éleveurs. Et c'est sous forme de plans d'affaires
on vous permet, n'est-ce pas, de vous réunir généralement en coopérative et vous pouvez vous rapprocher des coordinations régionales du PRODEL qui sont au niveau du centre ici, qui couvrent, n'est-ce pas, la région de l'Est, du Sud et du Centre. Il y a une équipe au littoral qui couvre le littoral, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Il y a une équipe à Garoua qui couvre le Nord, l'extrême Nord et la Damaroua. Allez-y, les points d'entrée pour le début de votre dossier, n'est-ce pas, de financement, ce sont les délégués départementaux. On les appelle dans le cadre du projet les points focaux départementaux. Et ce sont eux qui vous accompagnent, qui vous accompagnent déjà à mieux vous structurer, parce que nous avons appris quand même des leçons passées. Dans le cadre de la structuration, il y a du bon, il y a du mauvais. Il est question véritablement que le projet identifie ces groupes qui veulent véritablement changer la donne, faire de l'élevage professionnel. Et ces groupes, ce sont les délégués départementaux qui les initient, qui les identifient, les portent donc vers les unités de coordination régionale du projet et nous les accompagnons dans l'élaboration d'abord de leur plan d'affaires et le financement de ce plan d'affaires. Donc, vous pouvez, dans votre plan d'affaires, aller de la production jusqu'à la commercialisation. D'ailleurs même, nous encourageons la valeur ajoutée. On ne veut plus continuer, n'est-ce pas, à faire de l'élevage pour avoir des animaux, pour vendre des animaux sur pied. Il faut apporter un peu plus de valeur ajoutée, essayer de transformer, conditionner la viande, à donner de la valeur ajoutée et c'est de l'argent qu'on ajoute et ça permet, n'est-ce pas, de se faire plus d'argent. À côté de ça, je voudrais dire, le PRODEL apporte aussi, renforce le dispositif d'appui conseil. Parce que le PRODEL va accompagner au moins une soixantaine de docteurs vétérinaires, de jeunes vétérinaires sortis de nos écoles pour s'installer en clientèle privée. Et vous savez, l'un de leurs rôles, c'est d'apporter l'appui conseil et surtout de façon rapprochée parce qu'ils sont orientés préférentiellement vers les zones rurales pour que effectivement les services, l'accès aux services vétérinaires soit le plus facile possible. Ma préoccupation au niveau, et en tant que jeune apprenant qui n'est pas encore installé, est-ce que le PRODEL a une durée déterminée? Et à ce que j'ai suivi avec les propos de monsieur, le PRODEL ne pourra que donner des subventions à des personnes en couple. Sinon, combien de personnes sont désignées pour pouvoir y accéder? En tant qu'apprenant de la Chazat M, j'aimerais savoir si cette opportunité sera partagée par tout le monde. Peut-être, même si tu as été formé ou tu n'as pas été formé, est-ce que toutes les portes seront ouvertes pour toute la jeunesse? Est-ce que le financement de PRODEL est remboursable ou non? Et comment faire pour obtenir ce financement? Je veux apporter des clarifications pour ces questions. Le PRODEL est un projet de 6 années. Effectivement, on est à la 2e année opérationnelle. Et donc, on a 4 autres années. Le PRODEL ne finance malheureusement pas des individus pour le moment. Il peut y avoir des modifications à mi-parcours, mais pour le moment, on encourage des groupes et de préférence des coopératives. Ça fait sérieux en termes, n'est-ce pas, nous voulons faire des affaires avec les bénéficiaires. Et la structuration qui permet facilement de faire des affaires, c'est des coopératives. Et donc nous encourageons les jeunes. Et comme vous sortez de vos écoles, vous avez la possibilité de vous mettre donc dans une coopérative et solliciter le financement du PRODEL. Le PRODEL finance 60% du coût du projet. Ça veut dire qu'il y a les 40% que vous devez apporter, les 60% qui sont apportés par le PRODEL, c'est une subvention. C'est 75 millions le plafond que le PRODEL peut vous donner. Et vous pouvez imaginer donc la qualité
du plan d'affaires que vous pouvez élaborer pour véritablement que ce soit une activité rentable. Alors, pour éviter aussi que les gens profitent pour aller se chercher la première femme, hein, vous sortez, vous êtes encore très jeune, on essaye de vous accompagner pour faire ce que vous avez exprimé comme besoin, c'est faire les affaires dans l'élevage. Et donc, on vous accompagne pour s'assurer que c'est ce que vous allez faire comme business. Nous financerons environ 300 coopératives. Et ça, c'est si on compare avec d'autres des anciens projets qui parlaient de 1200 GIC, ici, on met l'accent sur la qualité. On veut véritablement qu'au sortir de là, qu'on ait des véritables entrepreneurs mis en place. Et donc, l'effectif semble être petit. Si vous pouvez multiplier une coopérative, c'est au moins, ça peut être une dizaine, ça peut être aussi 20, 30, sinon 40. Donc, il faut multiplier par 300, vous allez trouver à peu près le nombre de bénéficiaires. Donc, l'appui du PRODEL est une subvention. Je disais qu'il y a 40%, on attend de vous, du bénéficiaire, du groupe bénéficiaire, 10%. Les 30%, nous nous sommes rapprochés de certaines banques, microfinances, qui aujourd'hui ont signé des conventions avec nous pour nous accompagner dans le processus. Ce sont donc les institutions financières partenaires qui sont prêtes à vous apporter, n'est-ce pas, les 30%, si et seulement si votre projet qui est ficelé est un projet bancable. C'est-à-dire, vous démontrez que, effectivement, vous allez, que cette activité est rentable et que, véritablement, vous allez vous faire de l'argent pour pouvoir les rembourser. Et là, je vous dis une fois de plus, le PRODEL vous accompagne à l'élaboration de ce plan d'affaires, donc pour respecter les canevas, n'est-ce pas, le canevas, n'est-ce pas, de ces institutions financières bénéficiaires. Donc, j'invite donc les jeunes, surtout ceux qui sont formés dans des écoles d'élevage, des écoles d'agriculture, qui font de l'élevage, de profiter, n'est-ce pas, de ce guichet pour véritablement créer leur propre emploi. Comment faire pour obtenir donc ce financement? Je vous ai dit, c'est facile. Allez-y dès demain voir le délégué départemental de l'élevage. Il va vous mettre déjà sur le canal, sur la voie, et vous saurez tout du PRODEL. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre échange. Et je pense que jeunes amis apprenants dans cette école agro-pastorale, je pense que vous avez eu de nombreuses informations et au sortir de cette émission, peut-être que certains vont réellement décider de se lancer dans l'élevage de petits ruminants, se mettre en groupe, n'est-ce pas, pour se lancer dans cette activité-là, pour être accompagné par le PRODEL et le MINEPSIA. En tous les cas, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci à toutes les personnes ressources qui ont apporté beaucoup de lumière sur ce qu'est l'élevage des petits ruminants et tout ce qui peut être fait en la matière. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse Parlons-en. Je ne saurais terminer sans remercier une fois encore le PRODEL qui nous accompagne dans cette campagne de sensibilisation pour le bien-être des jeunes, n'est-ce pas? Voilà, au plaisir donc de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse Parlons-en. Au revoir et au plaisir.